Et on y va. Donc, bienvenue à tous. On se rejoint là pour 1 heure de webinaire, donc un webinaire sur les couverts végétaux dans les Pyrénées-Orientales, donc pour faire un état des lieux et perspective un petit peu de ces couverts sur le département. Donc on se retrouve dans le cadre du projet Adoptae que je vais vous présenter juste après. Mais aujourd'hui, donc pour vous présenter le programme de l'heure qui va suivre, donc on va introduire sur le projet dans le cadre duquel on se retrouve pour ce webinaire, donc Adoptae comme je vous l'ai dit. Ensuite, on aura une intervention de Valentin Nicolet de Magne sur la démarche des couverts végétaux. Donc vous pouvez voir sa caméra est ouverte. Bonjour à Ensuite, nous tous. aurons bonjour Valentin. Nous aurons un retour d'expérience sur les couverts végétaux mis en place donc au domaine de l'Agricampus 66 sur le site de Rivesaltes par Raffaella Urbina. Et nous aurons après une présentation donc couverts végétaux et résilience en contexte méditerranéen de la part de Nouma Carafa de Sivam Bio 66, que vous pouvez voir aussi. Bonjour à tous. Donc pour les questions, ce que je vous propose, c'est de les poser dans la partie conversation. Donc normalement, vous pouvez aller mettre un petit mot pour voir si c'est bon, vous avez bien accès à cette partie-là, mais il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc de poser vos questions pendant les interventions et on y reviendra à la fin. Et s'il nous reste un peu de temps, voilà, on ouvrira les micros pour pouvoir poser les questions si besoin au cours des différentes interventions. Donc, je pense que j'ai tout dit. Je vais commencer directement avec l'intro du coup. Donc on se retrouve ce matin, enfin ce midi plutôt, dans le cadre d'Adoptae. Donc il y a un projet qui vise à accompagner la démultiplication de pratiques agroécologiques éprouvées, et en l'occurrence les couverts végétaux. Donc moi je suis Marie Boitelet, je travaille à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie et je suis copilote de ce projet. Je remplace aujourd'hui Olivier Barberousse qui ne peut pas être présent et donc qui travaille à la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, donc qui sont un partenaire du projet Adoptae. Donc l'objectif, c'est vraiment de démultiplier les couverts végétaux, alors sur 2 filières. Pourquoi 2 filières? Donc dans le cadre de notre projet, il fallait qu'on fasse des priorités. C'est vrai que sur les deux grandes régions sur lesquelles se déroule ce projet, qui sont Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, c'était ces 2 filières, grande culture, polyculture, élevage et viticulture, qui sont les plus importantes et sur lesquelles on voulait travailler en priorité sur le déploiement des couverts végétaux. Ce qui n'excluait pas les autres filières, conseillers ou agriculteurs qui étaient intéressés, qui pouvaient aussi participer à nos actions. Mais voilà, on s'est essentiellement concentré sur ces 2 filières-là. Donc c'est un projet qui était sur 3 ans, donc de 2023 à 2025. On arrive à la fin du projet là, et l'objectif était donc de déployer les couverts végétaux. Alors, on ne s'est pas dit qu'on allait déployer sur l'ensemble de nos 2 grandes régions que sont Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. On s'est concentré sur des territoires bien particuliers, avec du coup des partenaires qui voulaient travailler sur les couverts végétaux. Donc en viticulture, en l'occurrence, ce qui vous intéresse plus à vous en termes de filière. Donc on a la zone Gironde qui était impliquée, la zone Gers et la zone des Pyrénées-Orientales. Et donc sur chaque territoire, on a des partenaires qui sont impliqués pour accompagner justement la démultiplication de ces couverts végétaux. Donc sur les Pyrénées-Orientales, comme j'ai dit, c'est la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales et le groupe Magne. Mais on a aussi développé des partenariats au fil du projet avec des experts et des structures qui avaient des références et des données sur les couverts végétaux, donc notamment le Sivam Bio et Agricampus du coup 66. Donc voilà, on avait aussi 4 zones grandes cultures réparties sur les 2 régions. Et donc en Occitanie, c'était centré sur la zone Tarn-Aveyron et sur la zone Gers-Tarn-et-Garonne. Donc on a une trentaine de partenaires qui sont impliqués. Juste pour vous dire que l'intérêt aussi du projet Adoptae, c'était qu'on avait un peu tous les réseaux de conseils, d'accompagnement qui étaient représentés, à la fois les chambres d'agriculture, des réseaux coopératifs, des négoces, des CUMA et aussi des réseaux le réseau bio, notamment en Nouvelle-Aquitaine, qui était partenaire du projet. Donc l'objectif étant d'avoir différentes compétences qui viennent des différents réseaux et d'avoir aussi des experts un petit peu avec différentes casquettes, différents profils issus de nos partenariats. Et donc le pilotage du projet, alors c'est la Chambre de Nouvelle-Aquitaine qui pilote et donc la Chambre d'Occitanie qui copilote. Voilà, pour vous donner juste une vision un petit peu globale de tout ce qu'on a fait pendant le projet. Donc on a mis en place une évaluation des couverts végétaux qu'on a fait en début de projet et qu'on va faire en fin de projet pour voir un petit peu l'évolution des couverts sur nos zones. Donc ça sera disponible pour tous. On a bien sûr défini le périmètre de nos 7 zones ateliers. On a développé des actions de ressourcement pour les conseillers, notamment via des webinaires, via des rencontres, des ateliers visio et des fiches méthodo qui sont disponibles pour les conseillers, bien sûr de nos territoires du projet, mais plus largement qui sont ouverts à tout le monde. On a fait des actions de démultiplication terrain, donc auprès des agriculteurs, via des journées techniques, des formations. On a fait un jeu sérieux sur les couverts végétaux ou lors de webinaires comme vous avez aujourd'hui.
Donc après, bien sûr, on a recueilli les besoins, les attentes de nos cibles, hein, conseillers agriculteurs avant de mener nos actions, et on a construit des feuilles de route sur chaque zone Adoptae pour pouvoir voir, pour organiser des actions qui répondaient vraiment aux attentes des territoires. En termes d'information, donc on a un site internet, je vous remettrai les liens à la fin, et une page LinkedIn qui vous permet de suivre nos actus. Et on a aussi une newsletter Adoptae, donc on a la deuxième newsletter là qui va sortir pour la fin du projet avec tout livrable, toutes les ressources qu'on a produites. Et juste pour vous donner un exemple un petit peu d'une action qu'on a pu faire dans les Pyrénées-Orientales. Donc cette année, on avait fait une journée technique le 5 mars. Certains d'entre vous étaient présents. L'idée, c'était voilà, de faire le lien entre couverts végétaux et l'amélioration des fonctionnalités du sol. Et donc, on a organisé en partenariat avec donc Agricampus 66 parce qui nous ont accueillis pour cet événement, qui nous a permis à la fois de faire des présentations sur Adoptae et les couverts végétaux, mais aussi d'avoir un temps sur le terrain avec des fosses pour avoir une analyse de sol et une fosse pédologique voilà, le jour J. Et on a aussi voilà, parlé de la méthode Merci et la réalisation de la méthode Merci. Donc voilà, c'est ce type d'action en fait qu'on fait dans le cadre d'Adoptae. Et pour terminer, donc je vous ai parlé du site. Sur ce site, on a pas mal de livrables. Donc on a des livrables sur un poster sur à quoi ça sert les couverts, les différents services couverts, des recueils témoignages de viticulteurs, d'agriculteurs, des procédures pour organiser des parcelles, des visites de parcelles ou des tours de plaine, un kit pédagogique pour organiser des actions avec l'enseignement et un guide de la méthode de co-conception pour réfléchir à ces couverts dans son système de culture. On a aussi tous les replays de nos webinaires qui sont disponibles et le jeu sérieux dont je vous ai parlé. Donc voilà, pour le projet au global. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, voilà, vous aurez mon contact à la fin du webinaire, vous pourrez revenir vers moi sur les questions sur Adoptae. Mais on va passer au couvert et au sujet qui nous intéresse. Donc Valentin, je te laisse la parole pour la suite. Merci Marie. Du coup, je te laisse passer à la slide d'après. Donc, Valentin Nicolas, moi je suis donc responsable des services au sein de la société Magne. Sur les Pyrénées-Orientales, donc, comme le disait Marie, en fait, l'identité de la société, c'est Agrijou, hein, pour préciser, pour ceux qui connaîtraient. Et donc, on a été donc identifié dans ce projet. Alors, on a pas mal d'essais qui sont menés au sein de la société sur d'autres zones, hein, entre l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Et ça fait quand même pas mal d'années qu'on travaille sur ce sujet pour amener justement cette thématique des couverts végétaux auprès des viticulteurs de la région et surtout pour amener des solutions qui sont, voilà, on va dire, économiquement viables, efficaces et d'avoir après derrière un support technique à leur proposer pour les accompagner. Donc là, pour la suite du webinaire, je vais juste rebalayer un petit peu toutes les étapes en fait qui sont aujourd'hui importantes à identifier pour mener à bien, on va dire, la mise en place des couverts végétaux, les bonnes questions à se poser. Et après, derrière, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions là pendant du coup la présentation, à les écrire et du coup, on prendra un petit temps bien sûr pour répondre à toutes ces questions. Alors, j'ai remis là ici en première slide la notion de pourquoi des couverts végétaux déjà en vigne. Alors, il y a plusieurs points qui sont importants. Certains, des fois, sont souvent, on va dire, le premier identifié, alors que c'est pas tout de suite réellement l'objectif que vont apporter les couverts végétaux. Alors, j'ai remis l'activité microbienne, hein, sur sous questionnement de la vie du sol. J'ai mis en premier, alors que souvent, c'est pas la première notion qu'on va aborder avec les producteurs quand on leur parle de couverts végétaux. La partie structure du sol, ça, c'est quand même un des points notables. Et la structure du sol va avoir, en tout cas, en fonction du type de couvert, ça va avoir un impact totalement différent d'un couvert à l'autre. Et ça, c'est souvent un petit peu le premier point abordé, c'est pour améliorer la portance et autres. Alors, on verra que sur les Pyrénées-Orientales, ce n'était pas forcément des fois le premier sujet, mais ça peut faire partie. Biodiversité, donc habitat auxiliaire. Là, c'est souvent un petit peu l'aspect visuel des couverts végétaux. En fait, c'est qu'on trouve que ça fleurit, c'est beau. Souvent, ça attire pas mal d'insectes, pas mal de pollinisateurs surtout. Et à travers ça, c'est vrai que du coup, en fonction des types de couverts, on va avoir plus ou moins l'effet d'attrait par rapport à ces pollinisateurs. La résilience climatique, j'ai mis en point réduction des températures du sol. Ça peut être un sujet qui est quand même pas négligeable, surtout avec les coups de chaleur qu'on a eu éventuellement là encore cette année. Et nous, on l'a identifié sur certains secteurs. Limitation de l'évaporation, alors c'est toujours un petit peu sujet à discussion. On en reparlera sur les slides d'après. Mais du coup, la concurrence des couverts par rapport à l'eau, ça c'est quand même aussi le gros point sur lequel on essaie de travailler. On essaie d'identifier justement comment on peut approcher cet aspect-là, surtout sur la région. En l'occurrence sur les Pyrénées-Orientales, parce que ces dernières années, on sait qu'on a
des pluviométries qui sont relativement faibles. Là, on tourne, je ne sais plus, c'était quoi, 2023, on était à peine à 400 mm. Cette année, on les a tout juste dépassés en fonction des zones. Donc, on est presque sur un climat aride. Donc, voilà, c'est comment on arrive à trouver les bons couverts, à planter les couverts. Et le dernier point, l'azote, souvent qui est cité en premier quand on en parle auprès des producteurs, c'est voilà, qu'est-ce que va apporter les couverts végétaux. Alors, il n'y a pas que l'azote, hein, c'est aussi travaillé derrière souvent sur la matière organique, mais souvent, c'est le premier élément sur lequel ils veulent avoir un retour, alors quantifiable avec des analyses ou autres, mais c'est souvent un petit peu le point. Voilà, c'est finalement, qu'est-ce que va me faire économiser les couverts végétaux, éventuellement en fertilisation derrière, en apport organique, minéraux et autres. Je laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît, Marie. Et donc, après s'être posé ces questions-là, c'est bon, tiens, je vais mettre des couverts végétaux en place. Par quoi je vais commencer? Première chose, déjà, c'est un petit peu diagnostiquer son sol. Sur la partie donc préparation du sol, et ça, c'est pas négligeable. Et souvent, c'est le premier point sur lequel on essaye de travailler avec les producteurs, parce que c'est alors le travail du sol en vigne, on connaît. Le travail du sol pour une implantation de culture, c'est un petit peu différent, parce que du coup, il y a plusieurs aspects. Sur déjà connaître son sol, et on le verra par la suite sur la partie préparation semis, c'est voilà, quel type de préparation il faut réaliser pour que je puisse faire mon semis en bonnes conditions. Et souvent, on a rarement des producteurs qui sont on va dire, en multiculture avec de l'agriculture et autres à côté. Du coup, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément connu, maîtrisé. Et souvent, c'est le premier point de blocage déjà, c'est voilà, justement quelle préparation du sol je peux faire. Et on le verra même après, quels sont les outils que je peux utiliser pour cette préparation. Donc, bien identifier son sol. Donc, déjà, j'ai mis deux aspects. Une partie vraiment visuelle, c'est la plus importante. Hein, c'est bon, d'identifier est-ce que on a pas mal aussi d'adventices, de végétation spontanée, quelles sont les espèces qui sont présentes. Est-ce qu'on a un sol qui va être plutôt battant? Est-ce que ça va être un sol sableux, caillouteux? Voilà, c'est vraiment du visuel. C'est très facile à visualiser, on peut dire. Et après, derrière, c'est d'identifier. Est-ce que j'ai fait découvrir les années d'avant? Quel était le type de travail du sol réalisé? Parce que du coup, ça va avoir un impact aussi derrière sur la manière de retravailler le sol par-dessus. Et après, il y a un diagnostic plutôt technique, ou de dire on peut faire une analyse de sol si on ne l'a pas fait. Et là, ça permettrait déjà d'identifier des points qui peuvent être bloquants. J'ai mis quelques éléments qui ressortent souvent. Bon, le pH. Alors, pH inférieur à 5,5 dans la région, je pense qu'on ne les connaît pas. On a plutôt tendance à avoir des pH très élevés qui sont supérieurs à 7,5 voire 8. Donc là, bon, c'était un cas de figure. On peut avoir des problématiques des fois vraiment sur certaines espèces qui vont être plus ou moins sensibles à certains niveaux de pH. Le taux de matière organique, donc après de dire, voilà, est-ce que déjà, si j'ai un taux de matière organique qui est correct, est-ce que l'intérêt du couvert, c'est de travailler vraiment sur l'augmentation de la matière organique, sur un maintien de matière organique? Pareil, est-ce que, je fais le lien avec l'azote dessous, est-ce que du coup, en fonction du couvert, du type de couvert, je vais avoir, on va dire, plus ou moins de matière végétale, donc ça va nécessiter peut-être une dégradation importante, donc de la consommation derrière d'azote, des choses comme ça. Donc c'est un point de départ, l'analyse de sol, qui est quand même super intéressant, surtout pour pouvoir après le mesurer sur plusieurs années, où du coup ça permet d'avoir un point de départ et de dire, tiens, je fais une analyse de sol au bout. Alors on ne va pas faire l'année d'après, il n'y a pas d'intérêt, parce qu'on ne verra pas d'évolution, mais on peut attendre au moins 3 ans minimum, même je dirais plus, à partir de 5 ans, là on commence à avoir vraiment des effets qui vont être notables sur les analyses, et voilà, sur des évolutions de matière organique, sur des évolutions après derrière de la CEC, éventuellement au niveau du sol. Alors sur le pH, c'est compliqué de travailler sur le pH, mais voilà. Je peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Marie. Et là, j'ai mis quelques exemples. Alors, c'est des choses qu'on a travaillé un petit peu ces dernières années, d'adaptation des couverts en vigne. Donc là, sur les différents types de sols, alors sur du sableux, on va avoir tendance à choisir des espèces voilà, qui vont nous faciliter à dire fourragers et autres. Voilà, j'ai mis quelques exemples, donc ça, vous pourrez le retrouver après dans la vidéo. Voilà, c'est vraiment de dire, en fonction déjà de la structure du sol, en fonction des éléments que j'aurais identifiés, ça va te permettre de cibler déjà quel type d'espèce je vais pouvoir mettre en place, qu'est-ce qui aura un impact sur justement mon sol, et d'éviter finalement de choisir un petit peu au doigt levé, juste en fonction de tiens, je sais que ça fleurit, c'est joli, et ainsi de suite. Là, c'est vraiment une approche un peu plus technique. Je vais passer à la suivante, Marie. L'étape d'après, c'est de dire je sais à peu près ce que je veux faire. Alors, on n'est pas encore à l'étape du choix de la semence, on va en parler juste après.
Mais déjà, bon, je connais mon sol. Et maintenant, j'ai essayé de le travailler. Sur la partie préparation, il y a plusieurs aspects. Donc là, j'ai cité, on va dire, les trois principaux outils qu'on va souvent utiliser sur de la préparation au sol, entre la bineuse, la houe rotative ou herse rotative dans certains cas, et la herse étrie, qui est vraiment, voilà, bon, pas mécanisée, on dirait en soi, mais qui est juste un passage avec, où on va venir gratter le sol. Alors, herse étrie, il y a différents types, pareil, ça permet de travailler plus ou moins différemment le sol, mais voilà, c'est les trois principaux outils qui permettent de passer sur des largeurs étroites, forcément en vigne. Et après, derrière, il y a des avantages à ces outils. Déjà, en fonction du type de sol, si on a du sol qui est caillouteux, très argileux ou sableux, l'idée, c'est pareil, si on commence de passer une houe rotative qui va avoir tendance à vraiment très vite déstructurer le sol, ça, c'est intéressant sur des terrains qui vont être un petit peu argileux. Si on le fait sur du sable, en fait, ça va se transformer on va dire, en golf. Et derrière, à la limite, la plantation sera peut-être pas forcément l'idéal en fonction des graines qu'on va choisir, mais ça va être compliqué derrière à gérer vraiment au niveau de la partie implantation semis, surtout en fonction de l'outil qu'on va utiliser pour le semis. Donc la bineuse, donc bon, après ça nécessite quand même pas mal de réglages pour avoir quelque chose d'assez fin. La vitesse de travail joue énormément là-dessus. Et ça, souvent, c'est le premier point. On a beaucoup de producteurs qui utilisent tout ce qui est RC-Tri la plupart du temps sur des sols. C'est simple à gérer parce que c'est rapide et c'est relativement efficace. On sait que du coup, la partie travail du sol, elle va se jouer vraiment juste après la vendange, juste après la récolte. Et du coup, c'est pas forcément la période où on a le plus de temps et où on a envie des fois de passer le plus de temps pour la mise en place. Et c'est vrai qu'on va vite aller à la facilité. Sauf que ça va avoir un impact direct derrière sur la qualité du semis. Et on verra dans certains cas de figure, finalement, on arrive presque à combiner des fois la partie travail du sol et la partie semis en simultané, si le sol le permet. Après, voilà, c'est vraiment des choses à analyser dès le départ pour s'assurer que le travail du sol soit réalisé dans de bonnes conditions. Je te laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît. Et après, donc, on arrive, une fois qu'on a travaillé le sol, une fois qu'on a préparé, une fois qu'on sait ce qu'on va faire exactement, on va arriver à la partie choix des semences. Alors, il y a pas mal de types de semences de couverts qui existent, et ça, du coup, je laisserai la parole aux autres personnes après pour cette partie-là. Nous, alors, en tant que société, on va dire distributeur, on travaille principalement avec des semenciers, hein, donc sur des semences, des mélanges qui sont des tout faits. On fait pas très peu de mélanges à la carte, mais on a une diversité aujourd'hui quand même en gamme de la part des semenciers qui est intéressante, où en fait, du coup, ça nous permet quand même d'avoir testé pas mal de types de mélanges, pas mal de types d'associations différentes, et surtout derrière de pouvoir les comparer, forcément. Donc sur les mélanges du coup vignes, vraiment là, donc là, sur cette partie, alors on a différents objectifs. Est-ce que l'idée c'est vraiment de couvrir le sol et de faciliter éventuellement le passage après derrière des tracteurs sur la saison, donc avec des plantes qui vont plus ou moins taler, qui vont plus ou moins derrière, on va dire protéger vraiment le sol. Après, il y a la partie engrais vert. Est-ce que l'idée, c'est de faire une culture qui va vraiment être là pour fixer de l'azote éventuellement? Donc, on va beaucoup travailler sur les légumineuses. Voilà. Est-ce que l'idée, c'est vraiment de travailler sur cet aspect-là en priorité? Et après, il y a la partie floraison, forcément, on en a parlé tout à l'heure, de dire, voilà, est-ce que l'idée, c'est surtout d'avoir un joli couvert? Certains producteurs qui, des fois, nous disaient, moi, l'intérêt, c'est vraiment que je vois que j'aime bien, ça fleurit, c'est joli. Voilà, c'est ces trois aspects bien différents. Après, l'intérêt du coup de la mise en place des couverts en vigne, et ça on l'a vu, on aura les retours d'expérience après, mais on l'a vu, c'est que l'intérêt c'est qu'on peut faire de l'association de ces différents types de semences pour justement avoir plusieurs axes sur lesquels on va travailler finalement en un seul couvert végétal. Euh, Après, donc, il y a l'adaptation climatique au couvert. Donc ça, c'est pareil. L'idée, c'est que nous, on a fait pas mal d'essais. C'était quand même de vérifier, voir si certains types de couverts sont plus ou moins déjà résistants à la sécheresse et vont être plutôt bien levés ou non, vraiment en fonction des conditions climatiques. Parce que là, on le voit encore cette année, on a eu assez peu d'eau finalement jusqu'à maintenant. Donc là, aujourd'hui, ceux qui souhaitent mettre les couverts en place, bon, certains l'ont déjà fait. D'autres attendent vraiment la dernière minute pour pouvoir le faire. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, est-ce que c'est un couvert qui, même si on l'implante assez tôt, il aura suffisamment, on va dire, de vigueur pour derrière pouvoir au moins perdurer jusqu'à la sortie d'hiver. Et après, derrière, il y a la notion de cycle court et long. J'en ai assez peu parlé là pour le moment, mais il y a le type de choix de couvert. Est-ce que c'est un couvert déjà qui va être temporaire ou un couvert qui va être permanent? Et en fonction de ça, du coup, forcément, les types de semences sont totalement différents. Alors, on a beaucoup travaillé sur des couverts permanents, en l'occurrence,
Mais après, voilà, l'idée, c'est de choisir aussi une culture qui va avoir un cycle plutôt court dans le cas d'un couvert temporaire, parce que si on veut s'assurer que la destruction se passe en bonnes conditions et de ne pas avoir trop de difficultés à la destruction, trop de concurrence sur la saison d'après, à partir du débourrement de la ligne, bon, voilà, il faut s'assurer quand même que le couvert puisse être facilement géré et maîtrisé. Et après, le dernier point, c'était la partie hydrique, mais tu peux rester. Voilà. L'idée, c'était aussi le type de choix de couvert en fonction forcément de la concurrence hydrique. Je te laisse passer à la. Alors là, j'ai remis quelques éléments de couvert. Je vais passer rapidement pour laisser la parole après aux autres. Mais voilà, critères à choix et mélange adapté à la vigne. Donc là, bon, c'était les différents types. Bon, méditerranéen, on a beaucoup travaillé sur le seigle, la messe commune. Après, derrière, on peut travailler sur des choses un peu plus pivotantes aussi. Donc, voilà, d'éléments. Et j'ai mis un petit peu les périodes de semis idéales sur les différents types de couverts, voilà, pour rappeler un petit peu, sachant que on vise quand même tout le temps l'automne. Hein. L'idée, c'est de se faire un couvert octobre-novembre pour faciliter la destruction. Et après, derrière, j'ai remis sur la partie biodiversité. On a des demandes des fois qui arrivent pour avoir une implantation de couvert un peu plus tardive. C'est très très rare, mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver éventuellement. Je laisse passer à la slide d'après. Bon, là, c'est pareil, j'ai remis une slide qu'on avait travaillé, mais du coup, c'était vraiment de se dire, pourquoi est-ce qu'on met les couverts à l'automne? Donc ça, c'est souvent la question aussi, c'est qu'on a des clients qui nous préviennent assez tard, des fois, de dire, tiens, finalement, je me rends compte que la saison s'y prête, je vais peut-être mettre des couverts, sauf qu'on arrive déjà au mois de novembre. Et du coup, novembre, si c'est fin novembre, ça peut vite être compliqué, parce que l'idéal, de toute façon, c'est entre septembre et novembre, en fonction un peu de tout type de couverts. Mais à partir du fin novembre, début décembre, si on commence à avoir des sols qui sont beaucoup trop froids, si on a des risques de gel qui peuvent arriver, même si maintenant souvent ça arrive des fois un petit peu plus tard, du coup c'est là où en fait il n'y a aucun intérêt et du coup c'est pas du tout conseillé de semer. Donc là c'est aussi de bien s'alerter là-dessus, c'est que si on a loupé le coche, tant pis, il vaut mieux laisser passer l'année que d'essayer de tenter de faire quelque chose, même si on sait que derrière, en fonction des conditions, ça n'arrivera pas à avoir un résultat probant en termes de levée derrière et forcément de couvert végétal. Je te laisse passer à la slide d'après, Marie, merci. Au niveau des types de matériel, donc là je vais faire assez rapide. Il y a différents types qu'on a identifiés nous sur le marché. Là j'ai mis deux photos en exemple. Alors c'est deux outils totalement différents. Un semoir argile qui est typé plutôt semoir à céréales, qu'on va trouver au grande culture et autres, mais là qui est adapté à la vie en largeur. Et à droite, vous avez un semoir plutôt, on va dire, élaboration artisanale, sur lequel on a juste récupéré un cadre qui permet du coup d'avoir on va dire, une partie de travail du sol pour la plantation, et sur lequel on a donc un semoir, un de lin pour l'occurrence, avec des descentes qui vont arriver derrière chaque dent et qui permettent finalement de pouvoir implanter facilement, à moindre coût, parce que la grosse différence entre les deux, forcément, c'est le coût. En semoir argile, on est sur un outil qui est quand même quasiment, allez, je dirais, qui peut arriver à 5 fois plus cher, un semoir un petit peu bricolé maison, en fonction des options. Et du coup, on a en final, en résultat, sur le semis, quelque chose qui est souvent similaire. En fait, le plus important, ça sera la partie préparation du sol en amont. Si on a un sol qui est bien préparé, qu'on passe un semoir à 10 000 euros ou un semoir qu'on a bricolé et où ça nous revient éventuellement à 2 000, 2 500 euros, on aura quasiment la même qualité de couvert végétal derrière. Donc là, c'est vraiment pour bien trancher entre les deux. Et après, j'ai listé les différents types de matériel. Donc, semoir céréales, pneumatique, c'est très rare, mais on a eu des cas déjà vu. Après, donc, semoir engrais, typiquement, donc c'est le semoir que j'ai affiché, le de l'Inde, et j'ai mis, c'est une petite bague, mais semi-manuelle, mais ça peut arriver. Ça, c'est des clients qui voulaient juste faire des essais, des fois, sur certaines rangées en couvert végétal. Bon, voilà, vous n'allez pas s'amuser à faire tous les réglages et tout sur leur semoir. Et du coup, ils semaient quelques rangées à la main juste pour voir un petit peu ce que ça donnait sur la saison. En tout cas, c'est possible. Mais c'est pas conseillé sur des grosses surfaces. Je te laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Après, donc, une fois la mise en place, du coup, là, c'était pour continuer sur la partie matérielle, c'est les outils de destruction. Alors, il y a plusieurs types de destruction. Ça peut être une destruction plus ou moins déjà naturelle en fonction du couvert qui a été choisi et en fonction de l'hiver qu'on a eu, si on a eu une gelée ou pas, ainsi de suite. Et après, derrière, souvent, il faut quand même passer un peu de mécanique si on veut s'assurer que le couvert soit détruit dans le cadre d'un couvert temporaire. Il y a les solutions mécaniques qui vont être du roulage, broyage tonte. Après, ça peut être aussi avec un enfouissement directement. Donc, on en a certains des fois qui vont juste rouler et passer quasiment une axe rotative par-dessus pour vraiment enfouir et remélanger un petit peu
toute la matière végétale avec la terre et derrière, je veux dire, ça va faciliter la destruction. Et ça, c'est des choses voilà, qui restent à mesurer. Et après, il y a le parti vraiment compostage en surface. Là, c'est du broyage, c'est passer un broyeur en surface, faire un mulch important. L'intérêt du mulch, c'est qu'en plus, ça va couvrir le sol encore un petit temps. Normalement, ça va empêcher la relevée des adventices ou du reste de couvert qui serait dessous. Et après, l'intérêt, voilà, c'est que ça fait une importance en plus supplémentaire sur la parcelle encore après la destruction du couvert. Voilà, donc ça, c'est les différents types de modes de destruction existants aujourd'hui voilà, qui sont appliqués. Je laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît. J'ai remis donc par rapport à la destruction un petit peu les éléments sur les périodes de destruction idéales. Là, vous avez, bon, ça c'est un graphique que j'ai récupéré qui présente en fait les grandes lignes. Hein. C'est de dire qu'on a de toute façon un développement du couvert qui est plus ou moins rapide après derrière pendant l'hiver en fonction des conditions climatiques. Et en fait, l'idée c'est de se dire, bah voilà, pour éviter la concurrence hydrique, hein, qui est quand même le premier point à bien prendre en compte, surtout quand on est sur des années relativement sèches. C'est est-ce qu'on attend vraiment le débourrement pour détruire? À quelle période il faut vraiment détruire pour éviter de concurrencer la vigne et éviter voilà, de la concurrencer en fait trop tôt, éviter vraiment voilà, d'avoir un impact négatif, on va dire, dès le début des bourrements. Donc là, bon, c'est un petit peu les grandes lignes. Et après, derrière, de dire, bah, voilà, si je le détruis, j'ai vraiment derrière une dégradation du couvert. Là, il y avait de la dégradation après roulage, après broyage, il y avait deux cas de figure différents. Mais on voit que ça a un impact après vraiment directement derrière sur la minéralisation en fonction du type de destruction. Ou du coup, si on le détruit finalement assez tôt, la minéralisation va pas rentrer directement en concurrence de la vie trop tôt. Et c'est là où ça peut être intéressant de bien choisir sa période de destruction. Pour savoir tout. Merci. Ensuite, donc j'ai parlé un petit peu, on a parlé un petit peu des grandes lignes sur la mise en place sur le suivi découvert. Donc là, je vais parler un petit peu comment est-ce qu'on peut mesurer aussi l'impact de ce couvert végétal une fois qu'il était mis en place et avant la destruction, idéal quand même pour pouvoir le mesurer, et éventuellement aussi après, mais ça on verra si par la suite. On va parler de la méthode Merci. On l'a appliquée là dans le contexte d'Adoptae. On a pu faire justement plusieurs mesures aussi, en l'occurrence lors des journées techniques. Là, j'ai remis quelques éléments. Donc ça, c'est un essai qu'on avait mené sur l'Hérault, Lignon du Vent, donc sur différents types de composition derrière de couverts. Et après, l'intérêt en fait de cette méthode Merci, c'est que ça nous permet en fait d'estimer, en tout cas d'estimer au plus juste la quantité de matière, on va dire, une mesure de matière sèche prélevée directement sur du coup, la parcelle. Ça nous permet d'estimer derrière la quantité du coup le rendement en matière sèche, par exemple, ça permet d'estimer derrière le stockage en carbone et surtout la quantité restituée de matière organique au sol. Et du coup, l'intérêt de cette méthode Merci, c'est qu'elle peut être facilement appliquée et utilisée par n'importe qui. Et ça sera même la slide d'après. Où du coup, en fait, l'intérêt, c'est que tout le monde peut le faire, même un producteur. Il suffit juste d'une balance et d'un mètre pour pouvoir mesurer un carré et prélever du coup tout le végétal qui est en surface, le peser et après rentrer du coup des informations sur une calculette qui s'appelle donc Merci. Et du coup, sur cette calculette, voilà, ça nous permet d'avoir derrière une estimation finalement de l'impact de nos couverts sur la parcelle directement, sans avoir besoin d'envoyer des éléments au laboratoire ou autre analyse. Je vais passer à la slide. Voilà, donc ça c'est juste pour le rappel. Donc il y a tout un petit process de prélèvement qui est relativement simple, avec une grille sur laquelle on peut saisir les informations. Et surtout, il y a un site internet directement, méthodemerci.fr, où on peut aller et le faire directement via l'application mobile en temps réel avec voilà, les informations qu'on va relever sur la parcelle. Et ça permet surtout d'avoir une première indication sur l'impact de mon couvert végétal directement avant même la destruction. Donc ça, c'est vraiment... ça, on encourage les clients à essayer d'en faire de même pour essayer de pouvoir faire un suivi et de voir vraiment quel est l'impact de leur couvert finalement sur leur parcelle. Pour savoir terminer. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Valentin. Du coup, j'ai donc ma collègue Céline Vachon, qui est parmi nous, qui est pilote du projet Adoptae que je vous présentais tout à l'heure, vous a mis le lien vers le site internet du coup de la méthode Merci si vous voulez aller voir où la méthode est expliquée. Vous pouvez saisir les informations, etc.
Nickel. Eh ben, merci Valentin. On passe à la suite si ça vous va. J'ai pas de questions pour l'instant dans le chat, mais encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation. Et si besoin, on prendra un petit temps micro ouvert tout à l'heure pour répondre à vos questions. Du coup, là, on a un retour d'expérience de la part de Rafaela, du coup, sur la mise en place des couverts végétaux sur le lycée, donc d'une petite dizaine de minutes. Donc, Rafaela, je te donne la parole. Voilà, si tu veux présenter un petit peu le lycée, ce que vous avez mis en place et ce que ça a donné pour vous. Ouais, ça marche. Bonjour, déjà je suis en déplacement, du coup j'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas de présentation, mais je vais vous raconter un peu ce qu'on a fait au lycée, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, le lycée agricole a différentes missions, donc la formation des jeunes, bien entendu, mais il dispose d'une exploitation agricole sur laquelle on a un objectif de production, un objectif d'accueillir les élèves en stage, en TP avec leurs profs, et aussi un objectif d'expérimentation et de développement territorial. Et du coup, c'est dans le cadre de ces trois missions qu'on a lancé avec le CIVAM Bio sur les couverts végétaux. Ça a commencé en 2023. Le CIVAM Bio, c'est un partenaire pour pas mal d'aspects de l'exploitation. Mais comme le CIVAM Bio avait une expertise sur les couverts végétaux, je me suis dit que c'était intéressant de tester les couverts sur l'exploitation. Euh, donc j'ai commencé par faire une formation avec le CIVAM animé par David Breuil, qui était le référent technique viticole à l'époque, euh, en janvier 2023. Et puis en septembre 2023, on fait nos premiers couverts végétaux et depuis les ans, en septembre, on sème des surfaces de plus en plus grandes. La première année, je pense qu'on avait semé 60 arts, quelque chose comme ça. La deuxième également. Et cette année, on a semé 2 hectares, 2 hectares et demi. Les objectifs pour moi, pourquoi on teste les couverts végétaux, c'est pour différentes choses. C'est un peu ce que Valentin a présenté. C'est pour limiter la minéralisation, l'érosion, le décimage en automne ou en hiver à des périodes où ce n'est pas nécessaire pour la plante. Euh, Diminuer aussi les apports de fertilisation parce que si un couvert est bien réalisé, il peut nous permettre de compenser les besoins en azote de la plante. Donc c'est une réduction de coût parce que la gestion des couverts coûte moins cher que l'achat de bouchons. Aussi l'augmentation stockage de feuilles tombe à l'automne et en fait ces feuilles elles sont piégées si le couvert s'est bien développé et ça a fait un apport de matière sèche assez conséquent à la parcelle. Dans les Pyrénées-Orientales, on peut arriver à une tonne, voire une tonne 5 de matière sèche par hectare. Ça permet aussi de dynamiser les sols, de décompacter selon les espèces qu'on met, donc un mélange d'espèces, on en parlerai tout à l'heure, mais notamment des crucifères qui aiment bien décompacter les sols. Euh, Ça permet de gérer les vivaces, donc ça c'est plutôt les gramines qu'on va mettre qui vont permettre de gérer les vivaces. Ça permet de mieux infiltrer l'eau. Euh, et aussi au niveau qualitatif des vins, ça améliore la qualité des vins avec des profils qui sont quand même plus verts et plus intéressants. Euh, nous, on fait profiter de ces essais de couverts aux apprenants, euh, que ce soit sur le plan technique, pratique, vraiment l'installation des couverts, la description, donc ça c'est plutôt sur des formations en tractorisme ou des formations en CAPA. Euh, et puis après, on peut aussi profiter à des BTS qui vont participer plutôt au suivi expérimental avec les. Sur les choix de semences, ben, ça on travaille avec les CIVAM, donc on choisit globalement les espèces qui sont proposées pour tous les viticulteurs du département. Donc pas mal de légumineuses, à 60% environ, des graminées et des crucifères. Et on essaye de varier les espèces dans chacune de ces catégories-là, parce qu'elles ont toutes des intérêts différents et si selon les années,
Si elles sont plus ou moins pluvieuses, et ben, il y en a qui profitent plus ou moins. Ça, on l'a bien vu la première année en 2023 où c'était une année très très sèche et où seulement les crucifères se sont développés. Voilà. Donc l'année dernière, les févroles et un peu tout couvert, c'est très bien développé. Il y a plusieurs difficultés. Nous, on est au tout début, donc on n'est pas encore très très technique. Bon, déjà, il y a l'équipement. On ne possède pas d'équipement spécifique pour le semis. Donc pour l'instant, on fait de la prestation de service, mais à terme, l'objectif, c'est d'acquérir un semoir assez simple, autour de 1500-2000 euros, et peut-être un semoir avec 2 traînées pour séparer les petites graines et les grosses graines. Comme ça, on peut faire 2 enfouissements à des profondeurs différentes. Ensuite, au niveau de la préparation du sol, ça pareil, encore très, très calé dessus. Et cette année, vu qu'on avait eu un couvert assez conséquent l'année précédente, on a eu des problèmes à rembourser au niveau du semis. Donc voilà, on a plein de petits points techniques à améliorer. Et au niveau de la destruction, on est plutôt parti sur une stratégie de destruction précoce au mois de février ou de mars, selon si l'année est pluvieuse ou pas. Et de commencer par détruire un rang sur 2. Et si on se rend compte que l'année est vraiment sèche, détruire rapidement le deuxième rang. Et au contraire, si l'année est plutôt pluvieuse, se conserver un rang pour pouvoir rentrer dans les parcelles. Voilà, donc pour le moment, les résultats, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être que Numa, qui suit aussi une partie de la vie expérimentalement, va nous apporter quelques éléments, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce qu'on fait au lycée agricole. Bah, merci beaucoup, Raphaëla, pour le témoignage. Du coup, je me suis permise d'afficher la fiche témoignage qu'on avait fait pour la journée de mars, là, sur justement le retour d'expérience. Donc, je vous ai mis le lien vers cette fiche dans le chat, si vous voulez. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat. Donc, voilà, n'hésitez pas à les poser et on peut poursuivre si vous voulez pour l'instant. En tout cas, merci beaucoup. Et on vous donnera les contacts aussi des intervenants si jamais vous voulez revenir vers eux ou leur poser des questions après le webinaire. Donc pour la suite, je donne la parole à Nouma, du coup. Oui, bonjour à tous, Numa Carafa, donc je suis animateur technique sur la filière viticole au Civum Bio 66. J'ai pris la suite du travail de Nicolas Dubreuil, peut-être que vous aviez l'occasion de le rencontrer sur le secteur. Et dans ce contexte, donc nous on travaille pas mal sur la thématique de la résilience agroécologique globale du vignoble, et on a identifié les couverts végétaux comme étant un outil assez efficient pour cette thématique-là. Donc je vais vous présenter un peu ce qu'on a pu mettre en place et des essais qu'on a pu suivre pour identifier la thématique de la destruction de la couverture végétale et puis le pilotage. Voilà, on peut avancer. Bah, c'était la slide d'après. Donc on anime depuis une dizaine d'années maintenant un GI2E qui s'appelle les couvreurs de vignes et qui est principalement situé sur le secteur de l'Agly. Ça va de Cassagne jusqu'à Rivesaltes. Des vignerons qui se sont posés des questions suite au constat de la dégradation de la fertilité de leur sol, avec des teneurs en matière organique particulièrement basse, une érosion de plus en plus problématique, en particulier au niveau hydrique, avec des phénomènes de précipitation très importants à l'automne et l'été. Mais enfin voilà, on l'a vu cet été aussi avec des cumuls élevés en juillet. Un tassement de sol aussi préoccupant. Donc on a rapidement identifié la thématique des couverts végétaux comme prépondérante. Si tu peux avancer, Marie, pardon. Et ça nous permettait d'être une réponse à plusieurs aspects, avec plusieurs points de travaux. Tout d'abord, l'optimisation du semis au niveau technicité, mais aussi au niveau date, la caractérisation des espèces qu'on implantait, et enfin donc
suivi et la finalité du cycle avec la destruction de couverts. Tu peux avancer, s'il te plaît. Et donc, on travaille donc dans ce climat méditerranéen où la ressource en eau est particulièrement préoccupante. Donc on a des conflits d'usage et de priorisation qui sont quand même importants à garder en tête, notamment au moment de l'implantation des couverts. Il faut voilà, pas se faire d'illusions et diversifier ses semences pour pouvoir avoir une réussite importante. Donc on a rapidement mis en place des suivis hydriques au niveau du sol pour voir un peu comment répondait la vigne à la mise en place de cette couverture inter-rang. Donc je vous présente là quelques petits essais qui ont été réalisés chez différents vignerons. C'est des essais assez anciens, mais c'est pour retracer un peu la dynamique du groupe. Donc sur les millésimes 18, où on avait quand même des cumuls de précipitations relativement élevés. Donc la sonde qui nous permettait de faire nos études était placée au centre de l'interrang, à une cinquantaine de centimètres de profondeur, et on compare donc un interrang travaillé avec un interrang avec une couverture végétale semée en fin août. Donc si tu peux avancer, juste, voilà, super. On a deux phases en fait identifiables intéressantes sur ces graphiques. Tout d'abord, l'aspect compétition pour la ressource hydrique proposée par le couvert, donc des moments où la tension de l'eau du sol est plus haute dans la modalité avec enherbement. Et si on passe à la slide d'après, on peut voir qu'il y a également des phases où la capacité d'infiltration de l'eau est plus élevé dans l'interrang avec couverture végétale. Donc ça s'observe avant destruction, hein, les destructions, c'est les petites flèches violettes que vous voyez sur le haut du graphique. Mais vous l'avez également après destruction, et c'est l'effet on va dire de la face immergé de l'iceberg avec toute la partie racinaire qui n'est, si on ne travaille pas le sol et la destruction en profondeur, qui reste en place après passage de l'outil. Donc je vous ai mis sur la slide d'après deux photographies qui illustrent bien cela. Avec sur la photographie de droite, c'est un vigneron qui travaille à Espira et qui sème seulement un interrang sur deux. Donc là, la photo a été prise au débourrement, après des destructions de couverts et après un cumul de pluie important. Et on observe assez facilement les rangs sur lesquels la couverture végétale était présente en automne et en hiver, à la différence des rangs qui sont travaillés où l'eau s'est bien moins bien infiltrée et puis surtout c'est concentré sur un espace bien plus limité. Donc ça pose de gros problèmes en termes de répartition de l'eau, de portance et de tassement du sol en aval. Donc ça a un effet quand même assez visuel sur cette période de l'année-là et c'est assez intéressant. Voilà. Sur la diapositive suivante, on peut voir un petit retour sur les cumuls de précipitations annuelles de ces dernières années, et puis c'est pour mettre en lumière un peu ce qui a été décrit précédemment par mes collègues. On a une diminution brutale. La rupture, elle s'est effectuée à partir du millésime 2023, enfin de l'automne 2022, et c'est principalement sur les périodes automnales que ces dernières années ont été déficitaires, avec des problématiques donc de rechargement en eau des sols très limitées, qui ont faire le diaporama et Marie en même temps. Oui. Ah, ça y est. Désolée pour ce couac, Non, excusez-moi. il n'y a pas de souci. J'ai branché mon truc pour qu'il s'éteigne pas, il n'a pas du tout apprécié. Non. Je vous repartage l'écran.
Pardon. C'est tout bon, on voit tout, non, il n'y a pas de souci. Donc je parlais des déficits automnaux et des problématiques de rechargement en eau des sols qui sont très faibles et qui donc nous induisent à adapter nos pratiques pour réagir au mieux face à ce fléau. En diapositive suivante, c'est un petit essai qui avait été réalisé en 2022 justement, qui vous présente, enfin 2021 pardon, qui vous présente les différences au niveau des transpirations induites par les couverts et le fait que la biomasse n'est pas le seul paramètre influent sur la transpiration de la couverture végétale. En effet, on a sur cet essai donc 3 modalités différentes. Un enherbement engrais vert classique avec un mélange principalement de légumineuses, mais aussi de la crucifère et un peu de graminées. Un enherbement constitué exclusivement de légumineuses basses, donc des trèfles souterrains, de la viande tronquée, trèfle de Mickey, des choses qu'on voit plutôt sur la couverture annuelle. Et puis un seul témoin nu. Et on observe, grâce au sonde tensiométrique, un décrochage assez précoce des modalités enherbées à partir du mois de février. On avait 2 profondeurs de mesure, une à 30 cm et l'autre à 60 cm. Et on observe que donc la cinétique d'assèchement du sol est similaire pour les 2 profondeurs, hein. Nos courbes sont plutôt parallèles. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est le découplage temporel et la différence qu'il peut y avoir entre les couverts permanents, donc qui sont les légumineuses, et l'engrais vert classique, qui décroche un peu plus tard. Assèche quand même le sol à partir de la mi-mars, et ce qui est un assèchement bien plus précoce par rapport au sol témoin. Mais néanmoins, au regard de la différence de biomasse qu'on avait, donc qui était de 7,2 tonnes hectares, biomasse verte bien sûr, au 23 février, elle était bien plus importante pour l'engrais vert, qui a pourtant asséché le sol plus tardivement. Donc il y a un enjeu sur les espèces quand on met en place son couvert. Donc, diapositive suivante, on a vraiment accentué le travail autour de la caractérisation des espèces travaillées dans notre contexte méditerranéen. Bon, pour ça, on a travaillé sur des placettes de 15 mètres carrés, sur des sols de landes. On ne travaillait pas dans des vignes pour le coup, mais l'idée c'était voilà, de faire de l'observation et de faire des relevés de flore et de donner un peu aussi des idées au niveau du calendrier, de la croissance et de la floraison de ces espèces-là, pour de créer un outil qui soit particulièrement facile d'utilisation. Donc on a établi différentes ABAC, dont des fiches techniques dont on pourra vous diffuser les références en aval qui vous permettent de savoir un peu dans quel bain vous jetez et avec quelle espèce. Ce qu'on a retenu de tous ces essais de caractérisation en période sèche, c'est ce qui était souligné déjà par Raphaëla précédemment, les crucifères, ce sont des espèces qui sont vraiment indispensables en conditions sèches car elles produisent une biomasse assez importante rapidement et c'est celle qui se comporte le mieux en levée, en tout cas en quantité d'eau limitée. Alors que par exemple la févrole, elle est très rapidement impactée par cette problématique hydrique. Donc voilà, l'importance de semer un couvert mélangé pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier et maximiser ses chances de développement d'une couverture végétale avec une biomasse pas trop ridicule. Et pour illustrer donc la partie destruction du couvert, outils et dates, je vous présente un essai pluridépartemental et pluriannuel qu'on a mené de 2022 à 2024 dans l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Donc on a travaillé sur 5 modalités différentes.
un sol témoin avec une destruction très précoce sans semis, et 2 outils de destruction, un outil à dents, souvent travaillant en premier plan avec un broyeur, puis passage de cet outil pour pas qu'il y ait de bourrage, mais en tout cas un enfouissement superficiel de notre couvert, et un rouleau. Et ces 2 outils ont été utilisés à 2 dates, en premier lieu précoce, au niveau de fin février, mi-mars, ou une date de destruction plus tardive, autour d'avril. Donc l'idée, c'était de travailler sur un mélange de couverture végétale commun, ou qui travaille sur les mêmes thématiques pour les 7 vignobles engagés, donc une proportion plus élevée de légumineuses, autour de 60%, une partie aussi importante de graminées et un peu de crucifères, et d'observer la réponse du sol et de la vigne à ces modalités d'enherbement-là. Ce qu'on peut voir sur la diapositive suivante, c'est que ces conditions météo qu'on a commencé par décrire dans les PO précédemment, elles étaient particulièrement sèches sur tout le pourtour méditerranéen, avec une précipitation annuelle qui a été inférieure à 400 mm pour 5 parcelles sur 7 ans en 2022-2023, et 3 parcelles en 2023-2024. Et de nouveau des cumuls de précipitations automnaux particulièrement faibles. Donc on avait des problèmes de déficit de recharge en eau du sol. Néanmoins, les biomasses découvertes n'ont pas été si faibles. On a des développements hétérogènes en fonction des secteurs, mais on arrive globalement à des tonnages de matière sèche qui approchent souvent les 2-3 tonnes hectares, et on est allé jusqu'à 7 tonnes hectares en 2022. La principale préoccupation, ça a été la levée dans les Pyrénées-Orientales en 2024, qui a été vraiment très faible. Donc, ce qu'on a observé comme indicateur, ça a été d'abord le potentiel hydrique du sol. Donc c'est via les sondes tensiométriques dont je vous ai pas mal parlé précédemment, qui était également placé ici au centre de l'interrang à 45-50 cm de profondeur. Donc le graphique, il vous présente tout d'abord la dynamique d'évolution du potentiel hydrique dans le sol au cours du temps pour la moyenne des modalités. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une humidité qui diminue dans le sol au cours du printemps. Je vous apprends rien, mais c'est un effet de l'évapotranspiration et de la diminution des précipitations à cette période-là. Par contre, ce qui est intéressant de regarder, c'est la différence à la moyenne sous l'effet de la modalité, qui nous présente que les modalités témoins et travaillées précocement ont une humidité du sol qui reste plus élevée en période printanière que les modalités détruites plus tardivement et ou roulées. Donc il y a quand même une différence marquée et un effet date qui est très marqué sur cet aspect-là. Si on regarde ce que ça influence au niveau de l'état hydrique de la vigne, on a analysé l'indice de croissance des apex, qui est un outil assez facile d'utilisation qui nous permet de définir un peu la pousse de la vigne en saison, et donc son état hydrique. Ce qu'on observe là sur ce graphique, c'est que la croissance de la vigne, elle diminue de manière linéaire sur nos modalités au cours du printemps. Cette diminution, par contre, elle a également été modifiée en fonction des modalités d'enherbement de l'interrang, avec un état hydrique de la vigne qui est bien plus, une vigne plus contrainte pour les modalités où il y avait utilisation du rouleau. Et sur cette analyse-là, on observe que l'effet mode de destruction est prépondérant à l'effet date. Néanmoins, la vigne avec un travail du sol précoce présente une
cinétique d'état hydrique qui est très proche de celle du sol témoin, alors que pour un travail du sol un peu plus tardif, même avec un outil à dents, on a quand même un état hydrique de la vigne qui est un peu plus contraint. Pour poursuivre donc ce schéma, ce cycle végétal, on s'intéresse bien sûr au rendement de la vigne, et ce via 3 indicateurs qui sont les composantes principales du rendement. À la fois le nombre de grappes par cep, donc qui indique la fécondité, la floribondité de la vigne, qui est principalement mise en place sur la période printanière de l'année N-1, mais qui en tout cas nous donne un état des lieux initial sur chaque millésime. Ce qu'on observe donc avec le graphique de gauche, c'est qu'on a un stock, un potentiel de rendement qui est assez similaire pour toutes les modalités. Néanmoins, le roulage tardif tend à se décrocher, et ça, c'est principalement l'effet cumulatif de la contrainte des années précédentes, hein, puisque les résultats sont présentés pour les 3 années confondues. Au niveau de la masse des 200B, qui est le graphique central sur votre écran, on observe une diminution significative de la masse dB pour les modalités qui avaient un état hydrique plus contraint, et c'est assez cohérent, mais la différence est d'autant plus marquée que la vigne eut souffert. Au niveau du rendement, on retrouve cet effet-là. Mais ce qui est intéressant de relever, c'est que voilà, pour la modalité de travail précoce par rapport aux témoins, on n'a aucune différence de rendement, voire même enfin, on a des relevés tout à fait identiques, et ce malgré les sécheresses des millésimes observés. Enfin, on s'est également intéressé à la vigueur de la vigne, qui est présentée sur la diapositive suivante, avec des écarts encore plus marqués, et fonction à la fois de l'outil, mais également de la date de destruction, donc de la durée de présence du couvert. Et en regardant un peu plus loin, un peu plus en détail les données, si tu peux avancer Marie, on voit que il y a un effet décrochant de la vigne, et sa réponse tend à être de plus en plus différenciée au fur et à mesure des millésimes, avec une vigueur qui tend à se marquer énormément sur le millésime 2024. Sur la diapositive suivante, je vous ai présenté 2 photos qui relatent l'état de la vigne pour la modalité travail précoce et roulage tardif en 2024. C'est bien sur la même parcelle, et c'est à 10 mètres d'écart. Ça laisse quand même songeur. Donc il faut vraiment faire attention à sa modalité de destruction de l'enherbement. On peut avancer. En guise de conclusion, donc, ce que j'ai mis en avant, c'est qu'il y avait une vraie importance au niveau de la précocité de la destruction du couvert. Néanmoins, la problématique quand on détruit tôt, c'est souvent qu'on a l'impression de détruire quelque chose qui ne s'est pas encore développé, et qu'on jette du coup de l'argent et du potentiel agronomique par les fenêtres. Donc un petit rappel au niveau de l'importance de la précocité du semis, avec voilà, une photographie là à droite qui est un essai à Estagel, où le vigneron avait décalé d'1 mois sur un de ces 2 enterrants la date de son semis, et on peut voir que déjà dès janvier, il y a une différence assez marquée entre la pousse du couvert, qui n'aura bien sûr pas rattrapé la modalité enherbée plus en amont, d'ici à une destruction précoce en mars, si tant est que le rang qui est semé plus tard ait eu autant de pluie que la modalité précédente, hein. On peut le relever encore cette année, où voilà, il y a eu quelques pluies assez efficientes au mois de septembre. Le mois d'octobre a été plutôt plus sec. Donc il y a une fenêtre, il y a un créneau
fin août, début septembre pour travailler ces parcelles et mettre en place son enherbement afin qu'on ait une efficacité importante dès l'automne et qu'on puisse travailler son sol sans impacter négativement sa récolte. Voilà, pour finir, je vous présente quelques fiches techniques qui ont été développées par le réseau Bio-Occitanie qui seront consultables en aval, qui sont des fiches techniques relativement simples et à but de diffusion au niveau des viticulteurs. Et enfin, quelques fiches techniques qu'on avait proposées, enfin un retour d'expérience au niveau du GI2E, donc plus local, et puis une petite vidéo qui a présenté notre retour d'expérience qui est diffusable aussi sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup pour votre attention, et puis je suis aussi bien disponible pour des questions. Bah, merci beaucoup. Pour l'instant, du coup, je vous ai mis les liens pareil de la vidéo, le lien des fiches, du coup, j'ai repris les liens qu'il y avait sur le Ouais, super. diapo. Donc voilà, si vous voulez aller les consulter en ligne, n'hésitez pas, on vous renverra aussi ça dans un petit mail récap, du coup, voilà, ça vous intéresse. On peut prendre quelques minutes pour les questions. Juste, il y en a qui doivent partir. Je vous donne 2 informations clés, mais voilà, je pense que peut-être Numa et puis Valentin ou Raphaëlla, vous avez quelques minutes en plus pour les questions. Dans le cadre d'Adoptae que je vous ai présenté tout à l'heure, donc il y a une journée de clôture qui se déroulera le 18 décembre 2025, donc sur la journée près de Bordeaux, où l'idée c'est de vous donner mettre à disposition toutes les livrables, les ressources qu'on a produites, les connaissances, et les expérimenter, les tester et vous les approprier. Donc voilà, donc c'est une inscription qui est gratuite, faut juste, c'est obligatoire, il faut s'inscrire pour qu'on puisse l'organiser. Mais voilà, elle est gratuite. Donc je vais vous remettre le lien aussi dans le chat. Et avant de nous quitter, si vous voulez donner un peu votre avis sur le webinaire, et aussi si vous avez déjà participé à des actions Adoptae, voilà, on est vraiment intéressé pour avoir vos retours. Donc je vous mets le petit lien d'Eval dans le chat. Pareil, ça prend 5 minutes, donc n'hésitez pas à nous donner votre retour. Donc voilà, ça c'était si jamais il y en a qui devaient partir absolument à 14h30. Et sinon, c'est le moment où vous pouvez poser vos questions. Voilà, vous pouvez ouvrir vos micros, normalement. C'est censé être possible, si vous voulez, voilà, si vous avez une question à l'un de nos 3 intervenants. Et si vous êtes encore parmi nous. L'effet de digestion est peut-être prépondérant à la C'est sûr. curiosité. C'est pas évident, ouais, le post-repas des fois. Et après, si c'est bon, vous pouvez aussi nous le signifier en disant que c'est OK pour vous. Le chat est ouvert, vos micros peuvent être ouverts aussi. Donc, on est à votre dispo. Bah, c'était clair et limpide. Merci aux intervenants, c'est trop clair. Mais du coup, très bien. Bah, écoutez, je vous envoie les ressources du webinaire, donc la présentation, tous les liens utiles qu'on vous a partagés pendant le webinaire. Le replay sera aussi disponible, donc si vous connaissez des gens autour de vous qui sont intéressés, n'hésitez pas à en parler, à parler du projet Adoptae, à parler aussi des collègues qui étaient là aujourd'hui qui ont pu vous présenter des éléments très intéressants sur les couverts. Donc voilà, nous, notre objectif, c'est vraiment le démultiplier et le mettre à disposition. Donc cette pratique des couverts végétaux. Donc voilà, on est à votre dispo. Je vous envoie un mail avec tout le récap. Et voilà, j'ai plus qu'à vous remercier pour votre présence. Et merci du coup aux intervenants. Merci à tous. Ouais. Bonne journée à vous, bon après-midi. Merci beaucoup.